Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Ondec Média, sur le plateau des remplaçants. Vous le savez, c'est l'émission avec laquelle vous allez suivre cette Coupe d'Afrique des Nations qui touche d'ailleurs à sa fin. Oui, malheureusement, on est triste. Mais bon, on a passé une super canne. Et c'est pour cette raison en tout cas qu'on va faire une édition un petit peu spéciale aujourd'hui, une émission spéciale finale. Et pour ce faire, deux invités d'exception, deux habitués du banc de touche, Otilio Alves et Aïcha Crépy. Comment ça va les amis ? Ça va très bien, merci Arnaud. Comme d'habitude, on a la forme. Pareil, la patate, la pêche, tout ce que tu veux. Et bien tant mieux. Vous le savez, demain se jouera la finale entre la Côte d'Ivoire, le pays hôte, et le Nigeria. Demain soir à 21h, on va faire un petit point historique sur les deux équipes, vous livrer une analyse d'avant-match et puis on va vous donner nos pronos, que ce soit pour la finale ou pour le match de la 3e place. Mais avant cela, on va faire un petit tour des actus avec Aïcha. Et oui, dans l'actualité d'aujourd'hui, alors on a vu la RDC effectivement a perdu contre la Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire est en finale, et donc la RDC a fait parler d'elle pour autre chose parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un scandale sur les réseaux sociaux après le match. Enfin un scandale. Les Congolais ont beaucoup parlé du fait que la réalisation n'a pas diffusé d'images des personnes, des Congolais, donc supporters en tribune, qui avaient des banderoles qui parlaient du génocide justement à Boma en ce moment, et donc ils ont accusé successivement Canal+, les Ivoiriens, la production, et il me semble que Canal+ s'est défendu justement en disant on n'est pas responsable de ce qui est filmé. Voilà, on diffuse ce qu'on nous donne. Donc voilà. Pour revenir aux entraîneurs, le mercato continue. Amir Abdou, entraîneur mauritanien, qui n'a pas été insensible à l'Algérie, il s'est porté candidat, je crois. Il s'est fait un peu draguer par. Il a dragué ou s'est fait draguer. Il a dragué. Le franco-comorien a, selon RFI, prolongé finalement son contrat avec la Mauritanie jusqu'en 2026. Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal jusqu'ici, sélectionneur du Sénégal depuis 9 ans s'il vous plaît, va selon certaines sources démissionner peut-être. Deux de ses anciens coéquipiers donc demandent son départ. Il s'agirait de Djolansi Camara et Habib Beye. Et puis une source, un journaliste a confirmé aussi l'information, donc il serait sur le point de partir. Eric Schell, sélectionneur malien qui est rentré il y a peu donc dans son pays, s'est plaint. C'est vrai que c'est un peu tard, mais j'en parle maintenant comme on l'a pas dit. C'est quand même plaint, comme Aliou Cissé, d'un penalty qui n'a pas été sifflé. Je crois que c'était ça. Ah oui, c'était un scandale au niveau de l'arbitrage. Oui, en tout cas, il a dit que l'arbitrage nous a pas aidés. Donc, les a pas aidés à remporter ce match. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. En tout cas, ils sont rentrés chez eux. Et puis petite info concernant la CAN donc 2027 dans quelques années, qui serait organisée selon plusieurs sources par un trio. Donc on sait que le Maroc c'est pour 2025 et puis ce trio ce serait donc le Maroc toujours. Attendez, je vérifie juste les autres équipes. Il y avait le Maroc, la Tanzanie et le Kenya. Exactement. Donc c'est les trois équipes qui sont en lice. Enfin, apparemment ce serait confirmé pour 2027. Et puis si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Je sais pas si en Afrique on a déjà eu ça. Un trio organisateur. Il me semble que c'est la première fois. Ouais. Première fois en Afrique. Voilà. En Europe ça se. Il y avait c'est peut-être déjà arrivé. Ouais, la régie nous dit peut-être avec la Guinée équatoriale, Guinée et Gabon. Et le Gabon. Ouais. Mais en tout cas en Europe, c'est vrai que ça se fait un peu plus régulièrement. Nigeria, Ghana. Mais c'est pas la première fois qu'il y a 3 équipes qui organisent. Le trio, c'est la première fois, il me semble. Hein. Ouais. Je vous le confirmerai quand même pour être bien sûr. Mais en tout cas, donc Maroc, Kenya, Ouganda, le Maroc tout seul et le trio. Donc ça, c'est un trio. Kenya, Ouganda, Tanzanie. Okay. Donc on est sur 4 pays quoi. Pour 2027 effectivement. Et puis qu'est-ce que je vous ai pas dit ? Donc au niveau des sélectionneurs et des équipes, on a fait un petit peu le tour. On reviendra un peu plus tard sur les 2 équipes qualifiées. Et il n'y avait pas une déclaration d'Osimhen et de tout à du fait, président. j'allais y venir, je regarde si j'ai bien parlé de. Tout à fait. Alors. Concernant les déclarations, donc j'en ai 2 qui disent à peu près la même chose. Hein. On a Osimhen, le Batman comme les Ivoiriens l'ont qualifié du Nigeria, et le président de la CAF, donc Patrick Motsepe, qui a déclaré: cette CAN est la meilleure de toute l'histoire de la CAF. Le peuple ivoirien est exceptionnel.
Et oui, pardon. Et donc, Victor Osimhen a rebaptisé Batman, comme je le disais, a dit aussi la CAN Côte d'Ivoire 2023, parce qu'elle s'appelle comme ça, est le plus bel événement auquel j'ai participé depuis ma carrière. On ressent la sécurité, l'effervescence dans les rues, la nourriture est vraiment bonne, je confirme, et l'hôtel aussi. Donc, effectivement, que la Côte d'Ivoire remporte la CAN ou non, une chose est sûre, elle a remporté la Coupe de l'Hospitalité. C'est tout pour le moment. Merci beaucoup Aïcha pour cette rubrique. En tout cas, tu m'as bien lancé puisqu'on reste du côté du Nigeria, les amis, puisqu'on va faire un petit dossier sur le premier finaliste. Voilà, on va faire un petit point historique. Historiquement, le Nigeria, c'est costaud en Afrique. Il y a déjà 3 CAN à l'heure active. En 1980, la première, elle décroche son premier titre de champion d'Afrique face à, vous l'avez ? Ghana. C'est face à l'Algérie, les amis, sur un score un peu fleuve, 3-0, assez sévère, assez sec, assez sévère. Donc le Nigeria, voilà, il faudra attendre ensuite 14 années et la naissance d'une génération dorée pour que les Super Eagles soient titrés à nouveau, en tout cas sur le continent africain. Et ce sera face à la Zambie sur le score de 2-1 en Tunisie, le 10 avril 94. Je n'étais même pas encore né. C'est une génération dorée, donc, puisque 2 ans plus tard, elle sera couronnée aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96 et demeure à jamais la première nation africaine à avoir remporté 7 médailles d'or, et notamment avec Nwankwo Kanu, JJ Okocha, West, Oparaku et Olysée notamment. Pour ne citer que. Tu reconnais quelques noms, ça te la nostalgie? Bien sûr. JJ Okocha, parisien. Quand même, je aussi. C'est des très grands joueurs africains qu'on retrouve malheureusement plus aujourd'hui dans cette compétition. Justement, c'est ça que je disais, ces grands joueurs qui jouaient dans des très très grands clubs qui manquent un peu à cette compétition. Mais voilà. Mais la compétition a été pleine de rebondissements. Souvenez-vous c'était en 96, j'avais 2 ans, mais ils ont éliminé le Brésil de Ronaldo et Bebeto, je veux dire, et Roberto Carlos à l'époque, je veux dire, c'est pas rien. Et on est allé jusqu'au but en or, il me semble. Et ensuite ils ont défait l'Argentine en finale. Donc c'était un parcours fantastique pour l'époque pour les Nigérians, et donc voilà, c'était une génération absolument dorée. Il y a eu des ballons d'or africains au Nigeria de 93 avec Rachid Yekini notamment, qui plaît beaucoup à la régie. On avait Emmanuel Amunike en 94, Nwankwo Kanu qui a été double lauréat du titre en 96 et en 99, donc beaucoup d'années d'écart entre ces deux chaque titres. année en fait. Exactement ça. Et Victor Ikpeba, voilà, que Otilio affectionne particulièrement. On connaît très bien, qui a joué en Ligue 1 au moins 6 saisons à l'AS Monaco, 6 ou 7 saisons à l'AS Monaco. Ça fait ça nous fait pas ça nous fait prendre de l'âge. Voyez les cheveux blancs, parce que c'est des années aussi lointaines, mais moi c'est avec ça que j'ai découvert le foot à cette époque-là. C'est ces joueurs-là qui m'ont fait aimer le foot. Dans les ballons d'or africains, JJ Okocha ne l'a pas eu, mais quel joueur c'était, quoi. C'est un joueur qui nous a marqué. Surtout le parc. Surtout le Parc des Princes, quoi. Mais ouais, une belle génération, cette équipe du Nigeria à l'époque. Du coup, enfin bref, avec tout ce que je viens de vous dire, le Nigeria des années 90, milieu des années 90, c'est dans la discussion pour le titre de meilleure équipe africaine de l'histoire. En tout cas, c'est dans la discussion. Est-ce que c'est la meilleure équipe de l'histoire, les amis? Sinon, laquelle? Est-ce que c'est la meilleure équipe de l'histoire du football africain? Oui, c'est ça ma question. Merci de l'avoir reprécisé. Clairement non, parce que c'est les titres qui... Si on parle des titres, absolument pas. Les titres, et aujourd'hui... Première nation à avoir gagné les JO en Afrique. Oui, non, mais c'est les titres, ce qu'elle vaut aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vois pas une équipe qui peut prétendre à être la meilleure équipe africaine. On l'a vu dans cette compétition, c'est un peu box-to-box. Pourtant, ils ont des très grands joueurs. Hein. Et en attaque, ils en ont des joueurs aussi qu'on n'a pas vu beaucoup dans cette compétition. Mais finalement, dans le jeu, c'est pas non plus à part les. Là, je parle de cette génération dorée. Oui, cette génération dorée, clairement, milieu des années 90. C'est une des meilleures équipes d'Afrique sur le papier. Tu parles de la génération années 90. Ah oui, d'accord. Mais après, il y a eu d'autres équipes aussi dans les années 90, et il y a eu l'équipe aussi de la Côte d'Ivoire dans les années 2000. Oui, tout à fait. Avec Drogba, Yaya Touré. C'est pour ça que je vous pose cette question en amont. Oui, mais dans ce cas-là, on peut dire que la Côte d'Ivoire était la meilleure équipe en 2015, c'est ça? Enfin, non, on parle du présent.
Dans le présent, absolument pas. Et si on parle des titres, hein, pardon, t'avais fini ou Ouais, j'avais fini. Si on parle des titres, effectivement, l'Égypte est la plus titrée. Après l'Égypte, on a le Cameroun. Après encore, on a le Ghana avec 4 titres. Avant le Nigeria, on a quand même 3 équipes avant. Donc, ça dépend. Hein. Si tu me parles, il y a 10 ans auparavant, éventuellement, c'était une génération dorée, mais là, on est dans le présent. Dans le présent, c'est loin d'être la meilleure équipe d'Afrique. Peut-être qu'elle aura une quatrième étoile demain, mais voilà, c'est des cycles avec les grandes nations comme ça. Oui, ils vont avoir là actuellement notre équipe africaine avec beaucoup de joueurs de haut niveau, c'est le Sénégal sur le continent. Avec un effectif très stacké, très doublé. Avec doublé, triplé même, avec des joueurs qui n'ont pas été appelés. Et voilà, mais cette équipe, par exemple, si on compare cette équipe du Sénégal aujourd'hui avec l'équipe à l'époque du Nigeria, l'équipe du Nigeria était au-dessus sur le papier, sur les joueurs qui jouaient dans des grands clubs. Ça, la différence avec les autres équipes était bien sûr. Et Cameroun aussi a eu une génération comme ça aussi avec de très grands joueurs dont Samuel Eto'o, Rigo Versong, etc. Ils avaient aussi une équipe très costaud en fait à tous les postes, quoi. Ouais, mais je vais rejoindre Otilio. C'est clairement le Sénégal actuellement depuis 2-3 ans, oui, largement en termes de meilleure équipe dans cette génération-là. Actuellement, à ce jour, oui, c'est le Sénégal à 200%. Le Sénégal de 2022 donc est la meilleure équipe africaine de l'histoire. 2021, pardon. Et pour moi, encore en 2024. Non, pas sur l'effectif, sur le papier, sur en termes de joueurs. Ce qu'ils ont aujourd'hui par rapport à d'autres équipes africaines, c'est très costaud. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils ont une des meilleures équipes sur le papier africaine, mais sur l'histoire, non. Non. Parce que déjà, un joueur comme aujourd'hui, Djedji Okocha, on va dire, allez, il y a Mané au Sénégal, mais après Mané, voilà. Non, on parle pas de l'histoire là. Hein. Si on parle de l'histoire, c'est clairement pas le Sénégal. C'est clairement pas le Sénégal, clairement pas. D'accord. En tout cas, on va revenir sur le parcours des Nigérians durant cette CAN. Yes. Donc, ils ont commencé avec un match nul. Et là, on s'est dit, ah oui, le Nigeria, finalement, c'est peut-être pas aussi fort que ça ne l'est. C'était un match nul contre la Guinée équatoriale. Osimhen avait d'ailleurs marqué, il me semble. C'est ça. C'était bien ça, 1-1. Ensuite, contre la Côte d'Ivoire, défaite 1-0. Oui. Aïcha. Oui. Non, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais je veux dire, voilà, je t'apostrophe. Oui, donc c'est peut-être mauvais signe pour demain, je sais pas, mais c'était pas la même Côte d'Ivoire. Là, ils sont réveillés. Non, mais de toute façon, ils vont vouloir être revanchards. Quand on joue une équipe qu'on a déjà affrontée en poule et qu'on a battu, pour les battre 2 fois. Mais maintenant, si le Nigeria arrive à créer cet exploit, c'est pour ça que moi demain je vois un match qui va se finir en prolongation. Ouais, moi aussi. Je vois peut-être le Nigeria s'imposer ou tir au but. Mais la Côte d'Ivoire a toujours gagné au tir au but lorsqu'il s'agissait d'une finale de CAN. Et c'était à chaque fois contre le Ghana. Non, parce qu'il y a eu une finale contre ou même 2 contre l'Égypte. Je vais vérifier, mais il me semble que j'en avais pleuré. Donc Mais c'était pas au tir au but, ils avaient perdu avant. Il me semble qu'on allait jusqu'au tir au but. Les 2 que vous gagnez, c'est au tir au but. Et par contre, les 2 qu'on a gagnés, c'était contre le Ghana et à chaque fois au tir au but. Donc c'est ça, c'était la stat que je voulais sortir. On est bon. Effectivement, d'accord. Ensuite, le Nigeria gagne contre la Guinée-Bissau 1-0. On remarque que c'est que des petits scores pour l'instant. Moi, en fait, c'est ce que j'allais te dire. Finalement, là, sur les scores donc ils sont pas terminés. Je sais pas si tu veux terminer et après. Allez, laisse-moi terminer et tu reviens sur l'analyse. Ensuite, victoire du Nigeria face au grand rival, le Cameroun, 2-0 cette fois-ci. Quart de finale, 1-0 contre l'Angola. Nigeria, Afrique du Sud. Voilà, c'était un match qui pouvait se finir à 2-0. Finalement, il y a eu un fait de jeu très bizarre, 1-1 et victoire du Nigeria au tir au but. C'est ça. Donc, Otilio, je vais te laisser sur ton analyse. En fait, moi, mon analyse, ce que je voulais dire sur cette équipe du Nigeria, c'est que finalement, quand tu me dis que leur premier match d'ouverture, donc c'était qui? La Guinée équatoriale. Le 1-1 qu'ils font contre la Guinée équatoriale, moi, à ce moment-là, je vois une belle équipe du Nigeria. Alors que tout le monde dit match nul, etc. Ils sont pas forcément ses favoris, mais moi, c'est le match que j'ai le plus apprécié du Nigeria, parce que je les ai vus dominer la Guinée équatoriale de A à Z, avoir un grand nombre d'occasions, avoir un Osimhen déjà qui marque et qui rate après de grosses occasions, mais voilà, cette équipe du Nigeria, moi sur le match contre la Guinée équatoriale, surtout quand on voit après les matchs que fait la Guinée équatoriale, parce que je pense qu'en poule ils font partie des meilleures attaques, avec 8 buts marqués. Ils sont toujours parmi les meilleures attaques. Et donc quand on voit cette équipe, donc 4 sur un seul match. Exactement. Et après le match d'après, donc c'est contre la Côte d'Ivoire où ils gagnent justement 1-0. Moi finalement cette équipe du Nigeria,
que j'avais pas mis en fait dans les favoris des premières émissions, bah en fin de compte, tout doucement, moi en fait sur ces 2 premiers matchs, il t'avait hypé déjà. Il m'avait déjà, voilà, il y avait accroché. déjà eu quelque chose. Et finalement, c'est après où je les ai vus de moins en moins bien jouer. Moins en moins étincelant peut-être. Ouais, moins en moins étincelant dans le jeu. Où je les ai vus beaucoup box to box, où justement ça balançait les ballons, tout sur Osimhen. C'est Osimhen qui derrière faisait le travail physique, le pressing, etc. Qui allait se batailler avec toute une défense. Et je les ai trouvés justement peut-être moins bons. On les a peut-être un petit peu trouvés un petit peu plus conquérants contre le Cameroun. Mais ça reste en fait une équipe qui a une histoire. C'est une équipe en fait qui a une histoire aussi contre le Nigeria. Et en fait, voilà, j'ai trouvé en fait cette équipe du Nigeria meilleure au départ et moins bonne en fait au fur et à mesure de la compétition. D'accord, donc pour toi c'était quoi le match qui t'a fait reconsidérer le Nigeria et l'a fait prendre le statut de favori? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Quand ils ont battu la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, pour toi, ça y est, c'est un favori? À partir de ce moment-là, je me dis déjà attention au Nigeria. Je me dis attention au Nigeria. Quand je vois après sur le tirage des 8e et en fait qui risque d'affronter, parce que je rappelle qu'ils étaient après dans le groupe du Cap-Vert, bah là en fait je me dis derrière que là le Nigeria devient un favori. Et donc pour toi, quelles sont les armes de cette équipe du Nigeria? Est-ce que ce serait plutôt l'armada offensif? Est-ce que ce serait plutôt le pressing, le bloc solide plutôt, ou la mentalité tout simplement? Clairement, pour moi, c'est... Si tu devais en sortir qu'un, pardon, je t'ai donné des billes, mais... Leur arme offensive, justement. Parce qu'ils font pas que d'attaquer. Et en fait, souvent, on le dit au football, mais c'est rarement vrai pour pas mal d'équipes, mais on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Et en fait, et la première ligne de défense, c'est l'attaque. C'est les 3 de devant. Donc Osimhen, les 3 de devant, et... quand on les voit faire un pressing comme ça, je pense que derrière, ça peut empêcher. Pardon. Voilà. Et si on voit un Osimhen aussi remuant, aussi agressif dans cette finale de demain, je pense que la première relance pour les Ivoiriens va être très compliquée. Parce que justement, si on compare à cette équipe du Congo qui a affronté la Côte d'Ivoire, où ils ont proposé le meilleur football depuis le début de la CAN, et bah clairement, là, le Congo, cette arme-là, ils l'ont pas. Ils l'ont pas, et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a senti cette Côte d'Ivoire en fait aussi à l'aise dans les relances. C'est parce que les 3 de devant n'ont pas travaillé comme le fait en fait le Nigeria. Ah d'accord. Okay. Donc pour moi, ça va être leur arme sur cette finale, c'est les 3 de devant et ce travail défensif. Justement, je voulais vous poser une question vis-à-vis de ce trident offensif. Tu me précèdes, mon cher Otilio. Osimhen, Lookman, Simon. Parmi ces 3 joueurs, duquel vous vous méfiez le plus? Entre Osimhen, Lookman et Moses Simon. Ceux qui forment le trident de l'attaque nigérienne donc. Ouais, bah moi je vais rester sur Osimhen parce qu'il est partout, hein. Il est hyper polyvalent, tu vois. Surtout quand il met son masque, enfin il le met à chaque fois. Non, je me méfie des joueurs comme ça parce qu'on dirait qu'il a une énergie qui se termine jamais. Il était malade, il avait mal à l'abdomen, il est venu quand même. Il est pas au maximum de sa forme. Il a quand même joué la demi-finale, donc il me fait très peur parce qu'on dirait que rien ne l'arrête justement. Et pour revenir à la question précédente, quand je vois la configuration des victoires du Nigeria par rapport à celle de la Côte d'Ivoire où on a plus de défaites, on y reviendra à la Côte d'Ivoire. Je me dis quand même qu'on a, parce qu'ils font un peu comme l'Égypte, hein, ils mettent pas beaucoup de buts, hein, voilà, ils mettent 1-0 et machin, moins flamboyant. Mais ils vont en finale et l'Égypte gagne souvent. Donc si c'est pareil que l'Égypte, j'ai un petit peu peur. Mais Osimhen clairement, oui, Osimhen demain, Osimhen après-demain. D'ailleurs, à part, tu m'avais donné ton avis, toi? Non, mais pour te donner mon avis, voilà, j'hésite beaucoup moi entre Osimhen et Lookman. Pourquoi? Parce que Lookman a plus marqué de buts que Osimhen. 3 buts et il peut potentiellement prendre le trophée de meilleur buteur s'il marque un doublé. Donc il est souvent à la finition, mais quand tu regardes bien, Osimhen, des fois, il fait un travail tellement exceptionnel. Je crois que c'est contre le Cameroun où il récupère un ballon sur un pressing. Derrière, il ne tombe pas, alors que le défenseur camerounais le tient de toutes ses forces. Il fait tout pour le faire tomber. Derrière, c'est le défenseur camerounais qui tombe et lui, il donne un caviar à Lookman. C'est un monstre. Donc clairement, tout ce qu'il fait, en fait, c'est récompensé hors des buts. Parce que les buts, c'est facile de récompenser un buteur. Quand il marque, de dire voilà, c'est lui qui a marqué, donc c'est lui le meilleur. C'est lui qui a la lumière. Mais là, en fin de compte, il fait un travail de l'ombre qui est quand même exceptionnel parce que il donne des ballons exceptionnels. Rappelons qu'il subit 2 pénaltys sur lui.
Il les transforme pas. Il les transforme pas, donc il les laisse à ses coéquipiers. Alors, il y avait eu un débat de dire s'il les tire pas, c'est qu'il assume pas un peu son statut de leader. Mais c'est vrai qu'il y a cette superstition au foot qui dit que faute subie, c'est penalty raté. Donc il est peut-être superstitieux. Et voilà, jusqu'à maintenant, il a été collectif. On peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir parce que ça permet à son équipe de marquer et de se qualifier. Donc voilà, il est très collectif, cet Osimhen. Et donc je vais rejoindre Aïcha sur le joueur pour moi qui va faire la différence, c'est Osimhen. Donc vous êtes d'accord sur ça? On est d'accord sur ça. Je pense aussi qu'Osimhen, même si voilà, Lookman. Après, j'espère pas pour la Côte d'Ivoire, mais malheureusement, il est très en forme. En tout cas, à part William Trostekong et qui est le capitaine, Kenneth Omeruo, pardon. Oh là là. T'inquiète pas. Merci les gars. T'inquiète pas, nous aussi on a du mal. J'ai eu du mal. Non, mais on y est arrivé. Et Semi Ayaji, qui sont donc 3 défenseurs, et aussi Ahmed Moussa qui était lié gauche. Toute l'équipe a moins de 30 ans, donc assez jeune finalement. Et est-ce qu'on pourrait voir là finalement une génération dorée, puisque ça y est, ça monte. Les jeunes commencent à devenir très forts. Comme je te disais, sur le jeu, ils sont pas flamboyants. Maintenant, de gagner une compétition comme ça, voilà, de gagner une compétition, s'ils la gagnent, ça va bien sûr les mettre en confiance, mettre certains joueurs de cette équipe en lumière. Parce que c'est vrai qu'ils mettent pas beaucoup de buts, mais ils en prennent pas beaucoup aussi. Oui. Donc c'est que la défense est assez solide. Donc écoute, voilà. Après, à voir si certains joueurs se font recruter dans d'autres clubs, de voir comment ils vont évoluer. Mais c'est vrai que ça sera une équipe à suivre du coup pour la prochaine compétition. Ça, c'est sûr et certain. Et toi, Aïcha, comment tu vois cette nouvelle génération côté nigérian? Écoute, j'attends de voir. Moi, je découvre cette équipe honnêtement cette année, et je pense que plus on est jeune, mieux c'est. Donc c'est peut-être ce qui manque à l'équipe adverse de demain, je sais pas trop, peut-être qu'il y a moins de fraîcheur, mais on a vu dans l'équipe adverse que les jeunes apportent une fraîcheur aussi. Donc et ils sont super vifs, les Nigériens. Et donc ils font leur petit bonhomme de chemin. Je pense qu'au début de l'émission, on les voyait pas forcément venir quand la CAN a démarré. Et je pense qu'on n'aurait pas parié sur eux en finale. Mais ils font leur petit bonhomme de chemin parce qu'on a une équipe hyper dynamique. Évidemment, jeunesse égale dynamisme. Pour moi, c'est logique. Évidemment qu'ils ont de l'avenir. Évidemment. Là, ça joue énormément, bien sûr. Du coup, on va aborder le sujet qui te tient tant à cœur, ma chère Aïcha. Ah oui, toi, oui. Puisque on va revenir, avant justement de revenir sur le parcours des éléphants, on va faire un petit point sur cette belle nation qui est la Côte d'Ivoire, si vous le voulez bien. Donc voilà, il aura fallu 12 participations à la Côte d'Ivoire pour se voir récompensé par un titre en Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 92 au Sénégal. C'était au tir au but face au Ghana. Le Ghana d'Abedi Pelé, souvenez-vous. À 11 à 10, c'était un score incroyable au penalty, et c'était Alain Guaméné qui était devenu le héros de cette nation en arrêtant le dernier penalty. Lors de la CAN suivante, ils seront donc éliminés aux portes de la finale par le Nigeria. Et cette défaite signe la fin d'un cycle pour les éléphants. Il faudra attendre finalement les années 2005 et pour voir naître une génération dorée, on va utiliser ce mot très souvent, avec Kolo Touré, Yaya Touré, Didier Zokora, et surtout lui, Didier Drogba, les amis. Mais une génération qui ne remporte pas de CAN. Il a fallu attendre 10 ans plus tard. Il n'y a pas que Drogba, pour en citer d'autres, Gervinho, Bonaventure Kalou, les deux frères Kalou, Salomon et Bonaventure, voilà, qui on avait encore, mais Eboué, c'était une génération incroyable. Et justement, tu vas en parler, je pense, mais la finale dont je parlais contre l'Égypte, c'était en 2006, justement, avec cette génération-là. Les tirs au but, je me rappellerai encore, j'oublierai jamais. Et, ça fait mal, et donc on s'est incliné, mais une génération formidable, effectivement. Bah vous savez quoi, cette génération, elle est quand même, mine de rien, un peu plus proche de nous, des Léotilio, que celle du Nigeria. On a vu évoluer les joueurs, c'est ça que je veux dire. Lequel vous a le plus marqué parmi tous les joueurs qu'on vient de citer? Je vais pas dire Drogba parce que ce serait trop simple. On est d'accord. Lequel m'a plus marqué? Ça va être simple aussi, mais lui vraiment, par contre, j'ai même une préférence pour lui que pour... Tu vas dire Yaya. Bien sûr. Tu vas dire Yaya, je le savais. Ouais, Yaya Touré, pour moi, c'est un monstre. C'est un monstre, et footballistiquement, techniquement, pour moi, il est bien au-dessus. Moi, je le mets bien partout. Moi, je le mets bien au-dessus de Drogba. Bien au-dessus. Oh là 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 là, ça fait lancer un débat, ça. On a lancé des débats pour moins que ça. Moi, il faisait des différences. Il remontait le terrain, il finissait. Très fort. Ah ouais, c'était incroyable. Moi, ce joueur, en termes de football, moi, parce que des attaquants, il y en a eu plein, des attaquants.
il y a eu plein de Didier Drogba. Il y a eu plein d'attaquants. Il y a eu plein de Didier Drogba. Mais dans le monde du foot, il y a eu plein d'attaquants. Il y a eu plein d'attaquants. Donc, et moi qui à la base, je suis attaquant aussi, j'avais un petit œil justement sur les attaquants différemment des autres postes. Mais donc, j'en ai plein des attaquants. Et quand même, celui qui sortait du lot pour toi, c'est Yaya. Pour moi, en termes de milieu, voilà. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il faisait. Pourtant, il était grande taille, donc d'être technique, etc. Puissant, il avait tout. Ça frappe aussi. Ah ouais, ça frappe exceptionnel. Et des deux pieds, hein. Des deux pieds, parce que si on regarde les buts du pied gauche qu'il a mis, non, c'est un joueur exceptionnel. Et pour toi, ma chère Aïcha? Ouais, s'il avait dit Touré, j'aurais dit. S'il avait dit Drogba, j'aurais dit Touré, parce qu'effectivement, c'est un très grand joueur. On parle pas assez de lui. Par contre, je vais quand même dire Drogba parce que c'est Drogba. Quand même. Et aussi, c'est Drogba qui vient avec. C'est Drogba qui est à Chelsea. C'est Drogba qui est un très grand joueur à l'époque. Donc c'est Drogba qui vient avec toute son aura. Et on parle de la Côte d'Ivoire grâce à Drogba en fait. Il vient pas tout seul. Il vient avec tout son aura, tout son charisme. Il vient avec Chelsea. C'est quelqu'un quand il arrive. Et à partir de ce moment-là, ne serait-ce que la notoriété de la Côte d'Ivoire, l'équipe change en fait. Grâce notamment à les Drogba, les Yaya Touré, etc. Mais il a porté cette équipe-là par rapport à son aura aussi. Moi, Yaya Touré, je les mets dans mon top 10 des meilleurs milieux du monde. Hein. All time. Ouais, de tous les temps, dans mon top 10 des meilleurs milieux défensifs. Allez, quand même. Défensifs. On restera un petit peu la liste. Okay. Parce que milieu, après, il y a des milieux offensifs quand même très forts. Mais voilà, sur les milieux défensifs, relayeurs, je le mets dans mon top 10, normal. En tout cas, Didier Drogba, pour ne citer que lui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur Yaya. D'ailleurs, je l'appelle Yaya, mais c'est Monsieur Touré en vrai. Hein. Il n'y a pas de souci. Didier Drogba, quand même, se disputait le poste de meilleur numéro 9 en Afrique, sur le continent africain, avec Samuel Eto'o. C'est pas rien quand même. Samuel Eto'o, ouais, les deux étaient énormes. Les deux au pic, c'était incroyable comme duel. Le des deux, ouais, incroyable duel. Mais justement, c'est ce qui rendait ces matchs-là entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire vraiment intéressant à cette époque-là, parce que il y avait vraiment un duel entre ces deux joueurs. Mais voilà, c'était incroyable. C'était une génération incroyable. C'est dire le joueur qui était Didier Drogba finalement. En tout cas, en 2015, ils ont obtenu leur second sacre en Coupe d'Afrique des Nations. C'était avec Hervé Renard, souvenez-vous, à sa tête. Et vous vous souvenez, Gervinho, les frères Touré, Aurier, Gradel, Boni. La Côte d'Ivoire renoue avec le succès en CAN en battant encore une fois le Ghana au tir au but. Ensuite, la nation ivoirienne connaît une fin de cycle et un déclin très notable jusqu'à cette fameuse nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations, durant laquelle ils sont en finale, ma chère Aïcha. Oui, mais quand tu dis déclin, ils sont en finale. On est très fiers, moi, en tant qu'Ivoirienne, évidemment. Mais je sais pas si ce déclin, on est sorti de là. Parce qu'ils sont en finale presque... C'est méchant ce que je vais dire, mais presque par hasard, presque miraculeusement en fait. Donc ils sont pas en finale grâce à leur niveau. C'est dur ce que je dis, hein. Mais donc ce déclin-là, je pense qu'on est encore un petit peu dedans. C'est pas la Côte d'Ivoire de 2005 dont on parle aujourd'hui. Non, mais clairement. Donc ils sont en finale, mais c'est miraculeux. C'est miraculeux. On va je dis pas qu'ils sont nuls, hein. Je dis que c'est des circonstances qui ont fait qu'ils se retrouvent en finale, ce qui est incroyable d'ailleurs. On va justement revenir sur le parcours de la Côte d'Ivoire et au moins, sinon, à défaut du jeu, ils ont un scénario incroyable de leur côté quand même, les amis. On va revenir sur ça, ce qui s'est passé quand même. Parce que avec ce parcours-là, c'est incroyable. C'est exceptionnel. Incroyable. Et une première dans l'histoire. Mais où je vais rejoindre Aïcha, c'est, je pense que là, ce que dit Aïcha, je pense que, et j'espère pour eux, j'espère que les joueurs ont le même état d'esprit. En se disant, normalement, on ne devrait même pas être là. Ouais. Et le fait de se dire ça, de se dire on n'a rien à perdre parce que normalement on doit pas être là. Donc maintenant qu'on est là, faut faire quelque chose, faut tenter, faut et donc voilà, j'espère voir une finale qui va me faire un peu démentir les a priori que j'avais sur les huitièmes, à partir des huitièmes de la seconde partie de cette CAN. Où le jeu c'était un peu plus fermé, où il y avait moins de spectacles, etc. Et j'espère avoir une finale, un peu comme on a eu France-Argentine, là. Moi, je pense pas. Et là vraiment, ça nous ferait dire, finalement, cette CAN, elle est même incroyable. Si après les huitièmes, les quarts, etc., ils ont été moins bien, mais d'avoir une finale comme ça où bam, ça met des buts des deux côtés, ouvert, il y a du jeu, il y a des dribbles, il y a des trucs. Mais regardez les stats. La Côte d'Ivoire ne joue pas de façon spectaculaire, le Nigeria encore moins. Non, les gars, ça va être en niveau. La Côte d'Ivoire c'est monté un petit peu en puissance. Sur le dernier match contre le Congo, peut-être parce que l'adversaire est justement, les amis, on va revenir sur le parcours de cette Côte d'Ivoire. Ils ont tout d'abord gagné le premier match.
match, le match d'ouverture donc face à la Guinée-Bissau chez eux, 2-0. Ensuite, ils ont perdu face au Nigeria. 1-0. 4-0. Ah non, Nigeria, pardon. 1-0. Et enfin, voilà, on va venir sur le nœud du problème, les amis. Il est là. Les amis, le 4-0 que la Guinée équatoriale a infligé à cette Côte d'Ivoire. Mais là, je me suis dit, mais c'est terminé. C'est terminé pour la Côte d'Ivoire. Mais non, mais je les avais enterrés. Et je rebondis sur ce qu'Ottilio a dit. Effectivement, comme ils étaient morts, et c'est les premiers à le dire, ils peuvent plus mourir deux fois, comme ils le disent eux-mêmes. Donc effectivement, ça a peut-être été le déclic. Ils peuvent, mais en tout cas, avec les honneurs, faut qu'ils montrent quelque chose. Ouais. Ils peuvent pas mourir. Et comme ce qu'ils ont présenté en fait lors de la défaite justement contre le Nigeria, ils ont été mauvais. Alors offensivement, c'était d'une pauvreté, mais d'une pauvreté. C'est même là. Moi, j'étais en colère. Quand je vois le dernier match contre le Congo, alors on va se dire oui, c'est le Congo, etc. Mais le Congo avait quand même une très bonne défense et n'avait pas perdu dans la compétition. Donc au moins, ce qu'on pouvait dire, c'est que leur défense était d'un bon niveau. Et quand on voit le travail de Max Alain Gadrel et d'Adingra sur les côtés, et à l'heure ce rôle de pivot, etc. Bah là, on voit une attaque qui fait plaisir, on voit du mouvement, des dribbles. On a vu beaucoup de belles choses. Donc après, voilà. Mais quand on passe vraiment de ce match-là au Nigeria à ce match-là du Congo, c'est vraiment le jour et la nuit. Je me rappelle le match contre le Nigeria, mais c'était d'une pauvreté offensivement. Ouais. Et ça faisait peur à voir. Et donc après, quand on voit le 4-0 derrière, bah finalement on est même pas surpris. On est surpris de voir qu'ils le 4-0 quand même. On est surpris de voir qu'ils se prennent 4 buts. Fait peur. Voilà. On est surpris de voir qu'ils se prennent 4 buts et que la défense en fait ça a été une catastrophe. Voilà. Mais offensivement c'était pas une surprise parce qu'il y avait rien. Perdre. Ce match a d'ailleurs scellé le sort de Jean-Louis Gasset puisque voilà il a été remercié. Feu Jean-Louis Gasset. Feu Jean-Louis Gasset, on l'embrasse. Non, c'est pas bien. J'ai été pris dans le moment. Pardonnez-moi. Et quoi de mieux pour se relancer après cette petite claque finalement que de sortir le champion en titre. Exactement. Le Sénégal, les amis. Et là, je me suis dit, parce que avant que ce match-là il arrive, bah il y en a qui avaient dit que la Côte d'Ivoire gagnerait. Ils étaient pas nombreux, hein. Ils sont en régie d'ailleurs. Mais je me suis dit, si on arrive à battre l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure dans ce tournoi, et ben là, ça signifie quand même quelque chose. Donc c'était pas une victoire extraordinaire, ça a été au tir au but, hein, si je me souviens bien. Mais quand même, battu le Sénégal. Mais quand même une force de caractère incroyable, puisque. C'est ce que j'allais dire, Arnaud. Merci, tu me ôtes les mots. Mais alors, pardon, je vais te laisser. En fait, ce que je retiens de ce match-là, encore une fois, le jeu était pauvre, mais je retiens une force de caractère chez la Côte d'Ivoire et un sursaut d'orgueil. Voilà, un sursaut d'orgueil qui a pas permis au Sénégal de mettre plus de buts. Mais dans le jeu, rien n'était flamboyant des deux côtés. On a vu un match qui était pauvre en occasion aussi. Et finalement, en fait, un réveil. Et en fait, on sentait que la Côte d'Ivoire n'était pas capable de marquer un but, mais ils ont eu ce sursaut d'orgueil d'aller chercher ce penalty. En plus, ça vient sur une entrée en jeu de Nicolas Pepe, qui avait pas été bon en fait dans les matchs précédents. Donc, il y a peut-être un petit coaching d'Emers Faé à ce moment-là, etc. Et finalement, voilà. Ça permet au caractère d'aller chercher un partout, d'attendre, parce que dans les prolongations, on n'a rien vu des deux côtés, c'était très pauvre. Et en fait, au tir au but, voilà, faut bien qu'il y ait un gagnant sur les tirs au but. Et donc, une qualification de la Côte d'Ivoire où on retire pas grand-chose de ce match-là. Des deux côtés, hein, de toute façon, que ce soit ivoirien ou sénégalais. Hein. Ouais. Les Sénégalais seraient qualifiés, j'aurais dit exactement la même chose. Ouais. Sauf que les Sénégalais avaient un peu plus les armes, avec un banc beaucoup plus étoffé, etc., de derrière proposer de meilleures choses niveau jeu. Donc finalement la Côte d'Ivoire se qualifie et donc le tour d'après c'est le Mali. C'est le Mali les amis et un match rocambolesque. Rocambolesque. Tu t'en souviens Aïcha? Mais comment ne pas m'en souvenir? Je l'ai re-regardé, moi qui ne regarde jamais en général les matchs, surtout quand ils sont ennuyeux. Mais la Côte d'Ivoire depuis le début, elle a commencé très mal. Mais avec le Sénégal, à partir de là, on voit qu'elle démarre très mal à chaque fois. Ouais, mais quand même sur la fin, et là il faut avoir un mental, effectivement, je les ai beaucoup critiqués au départ, mais ils ont le mental, quoi. Enfin, il faut aller chercher les deux buts, hein. Il faut aller les chercher, et 2 buts sur à chaque fois les prolongations, sur les dernières secondes. Dans les arrêts de jeu à chaque fois, Dingra qui sauve les siens en égalisant, et puis je crois que c'était, j'ai plus le nom du deuxième. C'était Diakité.
Qui enlève son maillot et qui a un carton rouge pour le prochain match, ouais. Qui sur une frappe de Seko Fofana, il me semble, la dévie et l'envoie. Deux frappes, c'est Seko Fofana. Le premier emmène le but d'Adingra, qui avait fait un raid solidaire, une chevauchée exceptionnelle sur la droite pour décaler justement Fofana qui frappe. C'est contré par la défense. Adingra qui continue dans sa course et qui vient. Je pense d'ailleurs que c'est cette action à elle seule qui justifie le fait qu'il soit titulaire le prochain match. Le match d'après. Alors et on découvre ce Adingra justement avec feu follet, plein d'énergie et qui est de bon augure en fait pour la suite. Donc là, ce match-là, je rejoins Aïcha, exceptionnel. Déjà, je crois que c'est le plus beau scénario. Je crois que c'est un des plus beaux scénarios de l'histoire de la CAN, et si ce n'est pas le plus beau scénario de cette CAN. Pourtant, il y avait eu le match aussi du Cameroun en poule et de je sais plus qui. Je crois que c'était Mozambique-Ghana aussi, mais au final, Mozambique-Ghana, ça finit par un nul et les deux équipes sont éliminées. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment un scénario exceptionnel, parce que là, derrière, ils se qualifient. Ouais. Donc c'est un scénario exceptionnel. Il faut avoir une force de caractère pour revenir, et surtout, quand on voit les 10 premières minutes du match, on se dit ça y est, c'est fini. Mais la Côte d'Ivoire, ils sont retombés dans leur travers. En fait, c'est la Côte d'Ivoire depuis le début. Ça, c'est cette Côte d'Ivoire qu'on a vu prendre 4-0, parce que Cotonou, il jouait la tête à l'envers. Cotonou, c'était terrible ce match. N'importe quoi. Les 10 premières minutes, c'est tous ils jouaient à l'envers. Et donc en fin de compte, excusez-moi, le carton rouge permet en fait à l'équipe de se remettre les idées en place. Ils ont mieux joué à 10-11. Dos au mur, oui. Ils l'ont dit, Emers Faé l'a dit, on n'avait pas le choix de toute façon. Donc on a presque mieux joué sans Cotonou qu'avec. C'est ce qu'ils ont dit. Incroyable. On va revenir sur le match de la demi-finale contre la RDC très rapidement. Voilà, victoire 1-0, but d'Haller, but un petit peu zlatanesque dans ces grandes années. Victoire 1-0, mais c'est le match finalement le plus abouti de la Côte d'Ivoire. C'est le match où j'ai vu de la défense, c'est le match où j'ai vu de l'offensif, c'est le match où je les ai vus jouer avec un niveau, je sais pas, qui a peut-être disparu, parce que je pense que le niveau il vient pas de nulle part, il était là. Caissier a toujours été caissier, c'est juste qu'ils ont joué à leur niveau, voilà. Donc très heureux. Après, j'aurais été plus rassurée s'ils avaient mis peut-être 1 ou 2 buts en plus, j'en sais rien, pour nous montrer qu'ils sont vraiment en jambes. Mais donc du coup pour la finale, je suis pas totalement rassurée, mais un beau match. Première fois qu'on les voit vraiment se donner à fond, quoi. Voilà. Je rebondis tout de suite sur ce qu'elle dit, parce que c'est très intéressant, parce que justement, depuis le début, ils n'arrivent pas à mettre des buts dans le jeu. On l'a vu contre le Mali, où ça a été 2 buts dans le jeu. Mais bon, après... donc un but à la 90e et un but après en prolongation, mais à part le 2-0 en match d'ouverture, on n'avait pas vu de but dans le jeu de la Côte d'Ivoire, et on les sentait incapables. Donc là, contre la RDC, alors oui, le match est abouti de leur part, mais l'adversaire en face ne propose rien offensivement. C'est ça. Et je parlais tout à l'heure le pressing des Nigérians. Les Nigérians, c'est pas le Congo. Le Congo, le pressing, ils ont laissé tout faire à Kessié. Donc oui, moi j'ai retrouvé Kessié, j'étais ravi, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, tu aimes bien, Franck Kessié, et écoute, dans cette CAN, je l'ai pas vu, je l'ai pas reconnu à aucun des matchs, et là en fait de le voir en jambes, je me dis, bon, d'un côté, ça fait du bien de voir cette Côte d'Ivoire dominée, voir des choses offensives, etc. Mais je me dis, derrière, ils jouent une équipe qui leur a très peu proposé d'adversité. Dans le pressing. C'est dur de les juger finalement. Dans le contre-pressing, donc c'est très dur de les juger. J'ai vu un Kessié très à l'aise techniquement, sortir du pressing, casser les lignes. Mais je me dis, peut-être que c'est le Congo qui a été incapable aussi de pouvoir être au niveau au pressing. Peut-être que le match d'avant leur a laissé, ils y ont laissé des plumes, parce que moi je les ai sentis physiquement. Très touché physiquement. J'ai pas senti une équipe. Alors, on verra ce soir. Le match est commencé. On verra ce qu'ils vont proposer. Mais du coup, très clairement. Voilà, j'attends une finale. J'espère que je verrai pas une finale, que je verrai en fait une Côte d'Ivoire continuer dans cette continuité-là. Le Nigeria, on sait que c'est une équipe box-to-box, mais derrière en compte, ça va très vite. C'est fort. Et le pressing, c'est très fort. Donc voilà, j'attends. J'espère une grosse finale, un bon match de boxe où je vais avoir. J'espère qu'on aura une belle finale quand même. Pas des outsiders, mais des cogneurs, quoi.
Les amis, on va essayer de faire rapidement et sur cette dernière question qui va clore l'aspect Côte d'Ivoire, enfin la rubrique Côte d'Ivoire. Est-ce que le parcours de la Côte d'Ivoire est déjà historique ? Ah oui, historique par rapport au scénario. Quand même. Ah oui, non mais complètement. Je pense que je sais même pas si une équipe en lice dans la CAN a déjà eu ce parcours-là, qui est presque inespéré. Enfin, c'est vraiment des miraculés. Non, parce que ça n'existait pas. Voilà, c'est tout ça. Voilà. Donc, ah oui, c'est pour le coup, c'est historique. Et en plus, à domicile. C'est pour ça, au-delà d'être ivoirienne, il manque plus que le titre, avoir en fait. ce parcours-là, et si il gagne à domicile, c'est partir d'un 4-0, même le premier match, 2-0, mais 2-0, on savait, on t'es pas sentait. rassuré, tu vois. Donc, oui, c'est historique. Oui. C'est déjà historique, Otilio ? Moi, pour répondre à ta question, c'est très récent, les troisième places. Donc, oui, d'ailleurs, oui, c'est historique, mais honnêtement, c'est pas une belle histoire. 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 Parce que rappelons qu'ils finissent chez elle. Elle arrive à se relever. C'est pas une belle histoire. Aller jusqu'en finale. Pour l'histoire. Elle gagne face au Nigeria. Mais ça serait quelque chose quand même. C'est pas une belle histoire. C'est un retournement de situation incroyable, mais c'est pas une belle histoire. Parce que ce retournement de situation, ils ne doivent même pas à eux-mêmes. C'est le Maroc qui les qualifie face à la Zambie, je crois. Le Maroc gagne seulement 1-0, donc même le Maroc... ça a été dur pour eux de gagner ce match. Ouais, mais c'est aussi parce qu'ils ont mis 2 buts au premier match. Et attends, une chose qu'on oublie, c'est que le Ghana, ils sont qualifiés jusqu'à la 89e minute. Oui. Et qu'ils prennent 2 buts contre la Mozambique. Contre le Mozambique. Ils prennent 2 buts contre le Mozambique. Ça finit à 2-2. Et le pire, c'est que Mozambique, à 2-2, ils sont même pas qualifiés. Et le Ghana n'est pas qualifié. Donc, si une des deux équipes gagne, une des deux équipes se qualifie. Oui. Et la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée. Mais c'est pour ça que je dis il y a beaucoup de chance dedans. Il y a beaucoup de hasard. Il y a beaucoup. Non, mais justement, est-ce que c'est pas l'accumulation qui fait que le parcours il est incroyable ? C'est historique peut-être, mais c'est pas une belle histoire. C'est pas une belle histoire. La nuance est importante. Non, mais je comprends la nuance. C'est pas maîtrisé. Le Ghana jamais il doit prendre 2 buts contre le Mozambique comme ça dans les arrêts de jeu. C'est pour ça quand on parlait de scénario, eux leur scénario c'est vraiment incroyable. Eux le Ghana. Alors eux, ils doivent encore la trotter dans leur tête, la CAN, parce que il y a encore, on entend Shaibi par exemple qui dit jouer un joueur de l'ancien Toulousain qui est international algérien qui disait la compétition elle est encore là, l'élimination on la digère pas. Mais je suis désolé, mais toi, tu digères pas l'élimination, mais la Ghana, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être quelque chose. Alors, voilà, donc, écoute, historique, oui, mais pour moi, c'est pas une belle histoire. Ok, tu as fait ton point. Les amis, on va parler du match en lui-même quand même. Yes, le match de demain. Côte d'Ivoire, Nigeria, les amis, ce sera la finale demain et vous l'avez compris, ce sont deux équipes avec beaucoup d'histoire qui s'affrontent pour la première fois en finale de CAN. Il y en avait un qui avait vu ça venir, c'était Bertrand. Il avait dit, souvenez-vous. Mais c'est un voyant. Non, mais il est fort, il est fort. Il avait dit, les deux finalistes de CAN sont très souvent issus de la même poule. Ah. C'est vrai. C'est vrai que ça arrive souvent et que lui il avait dit. Moi maintenant il y a une chose que j'avais dite aussi, c'est que tous ceux qui voyaient le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, l'Angola, qui ont fait des très beaux parcours, qui ont été de très belles équipes, qui ont mis beaucoup de buts, etc. Non, t'avais raison sur ça aussi. Qui ont produit du jeu. Mais je vous ai dit au final, c'est comme la Ligue des Champions, les finalistes. Ça va être des équipes qui l'ont déjà gagné, des grosses équipes. Laisse-leur 2 ans, 4 ans. Je pense que ils vont revenir en force. En tout cas, les finalistes sont des équipes qui l'ont déjà gagné, sont des équipes avec une histoire. Et voilà. Et clairement, il peut y avoir un finaliste avec un outsider. Comme ça arrive parfois en Ligue des Champions. Mais même ces outsiders-là, c'est des outsiders des fois avec déjà une histoire. Donc en fin de compte, sauf la Zambie, je sais pas si la Zambie l'avait déjà gagné, ça a été leur première Zambie d'Hervé Renard. Ouais, il me semble. Voilà. Donc voilà, elle a déjà été en finale. Elle a déjà été en finale. Au final, voilà, on voit que quand même elles ont déjà. C'est le Cap-Vert, comme je vous disais, je prends l'exemple du Cap-Vert, mais le Cap-Vert n'avait jamais fait de demi-finale. Ouais. Donc forcément déjà en 2013, il me semble. La demi-finale déjà allait être un exploit. Alors de là arriver en finale et la gagner,
c'est un peu plus compliqué. Mais en règle générale, dans les grandes compétitions, ça peut arriver, comme la Grèce, etc., qui est des exceptions. Mais en règle générale, on retrouve toujours deux grands finalistes, deux grosses équipes, voire une sur deux. Et en règle générale, c'est toujours la grosse équipe avec l'histoire qui s'en sort. Vous l'avez donc compris, deux équipes avec beaucoup d'histoire. Quel qu'en soit le résultat, la nation victorieuse dans cette finale à venir rentrera un peu plus dans l'histoire, même si l'Égypte reste très loin devant en termes de trophées sur le continent. Est-ce que, Aïcha, tu avais des raisons au niveau de cette domination? Tout à fait, c'est pas un hasard. Attends, elle a quand même 7 trophées. Et pourquoi? Elle est plus titrée en Afrique. Elle a plus titrée en Afrique, mais c'est pas un hasard. Déjà, la CAN est passée de 16 à 24 équipes, comme vous le savez, en 2017. Lors de la première édition, et ça peut-être que vous ne le savez pas, en 1957, donc la première CAN, il n'y avait que 3 nations participantes. L'Égypte, donc 4 en réalité. L'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, qui sont en fait les fondatrices de la CAF. Et donc, en raison de l'apartheid, on a éloigné donc l'Afrique du Sud, voilà, de cette compétition. Et donc, on s'est retrouvé à 3. Effectivement, l'Égypte a participé 22 fois à la CAN, c'est un record. C'est pour ça aussi, c'est parce qu'elle détient le record de participation. Cependant, il faut souligner que les 2 premières étoiles de l'Égypte sont gagnées avec seulement 2 autres équipes en compétition. Donc, celle que j'ai citée, quand on enlève l'Afrique du Sud, ça nous donne le Soudan et l'Éthiopie. Oui, évidemment. Donc une compétition à 3 équipes, quoi. C'est un peu plus facile, j'imagine, que 24. Il y a un petit astérix à côté de ces titres, quand même. Voilà. Et donc, et c'était sur et justement, l'insistance de l'Afrique du Sud à ne sélectionner que des joueurs blancs pour son équipe en raison de la politique d'apartheid, c'est pas pour rien, hein, c'est politique, à l'époque, a conduit à sa disqualification. Donc l'Éthiopie a été remise directement à la finale, ça se passait comme ça avant, effectivement. Et l'Égypte a été couronnée première championne continentale, après avoir battu le Soudan qui était hôte en demi-finale, etc. Tout ça pour dire que donc l'Égypte a de nouveau gagné dans les mêmes conditions quelques années plus tard. Et le peloton s'est agrandi pour inclure 9 équipes pour la 3e édition en 1962 à Addis Abeba. Et pour la première fois, il y a eu un tour de qualification pour déterminer quelles 4 équipes joueraient pour le titre. Donc l'Éthiopie en pays hôte et l'Égypte, championne en titre, ont reçu des places automatiques, messieurs, et ont été rejoints par le Nigeria et la Tunisie par la suite. Donc cette année-là, l'Égypte n'a pas gagné, c'était l'une des seules fois. Et donc effectivement, il faut noter qu'à la veille de la Coupe des Nations, la CAF a aussi annoncé que les vainqueurs emporteraient 7 millions de dollars, 5,5 millions de livres sterling, et donc une augmentation de 40% par rapport aux autres CAN. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'Égypte a un record de participation et l'Égypte ne jouait qu'avec 3 équipes les 2 premières fois où elle a gagné. Ça veut peut-être dire que le Cameroun, qui a le 2e record d'étoiles, de coupe d'Afrique des Nations avec 5 étoiles, en réalité est ex-aequo à l'Égypte, puisque le Cameroun a joué avec plus de 3 équipes. Si on parle de vrai jeu, le Cameroun, juste avant que tu prennes la parole, mon cher Otilio, je voudrais revenir sur une rumeur qui fait état que la CAF pourrait retirer 2 étoiles de l'Égypte. D'accord. Voilà, à cause ça, de ça, tiens, je l'avais pas ça. Exactement. Et ce serait mérité, les gars. Bien jouer à 3. Vous pensez que c'est mérité? Attends, c'est quand même un. C'est ce que je suis en train de te dire. Ce serait mérité. C'est pas du jeu. Bah oui. Après, c'est une nouvelle édition. Les éditions changent. Donc attendez, c'est quoi? On va retirer les coupes du monde de l'Uruguay, par exemple? Non. Après, ce serait pas logique de leur retirer, mais ce serait logique de mettre ça en fait autrement, parce que les éditions changent et les règles changent, donc c'est pas forcément les mêmes compétitions. Et ça, c'est très important. Et je jetterai un petit pic à tous ceux qui nous regardent, à tous les supporters marseillais, par exemple. Je suis obligé de jeter ce petit pic-là. Mais typiquement, avec la Ligue des Champions, c'est ce qui se passait avant. Tu veux aller par là depuis le début. T'avais 2 poules. T'avais 2 poules. Tu te qualifiais, t'étais directement en demi-finale et finale. Est-ce qu'il faut annuler le titre? Et Marseille gagnait sa Ligue des Champions, qui n'était même pas une Ligue des Champions à l'époque. Donc voilà. T'es dur. Mais voilà, non, c'est des petites choses quand même qui sont importantes dans l'histoire, parce que le foot évolue. Tu tenais à rappeler que l'étoile marseillaise n'était pas forcément. C'était plus un astérix que. Non, mais le foot évolue pour tout. Les compétitions évoluent. Il y a plus d'équipes avant, comme voilà. Et donc c'est vrai que ces premiers titres qui ont été gagnés. Alors là, par exemple, je disais l'OM, mais j'aurais pu dire le Real de Madrid, qu'on a gagné je ne sais pas combien avant. Mais à la différence de, par exemple, le Real de Madrid avec l'OM, c'est que le Real de Madrid aujourd'hui, ils en gagnent encore.
Et ces dernières années, c'est eux qui ont le plus gagné. Donc eux, ils font taire toutes les critiques. Mais avant, à l'époque, quand on gagnait des compétitions comme ça, avec des règles en fin de compte qui étaient peu établies, ou faut le dire aussi, des arbitres qu'on pouvait soudoyer, etc., etc. Dans toutes les compétitions, compétitions internationales, compétitions nationales, toutes les compétitions. C'était, on payait aussi des joueurs qui préféraient prendre un cachet plutôt que de faire gagner leur équipe. Donc mais le football d'avant n'est pas le football d'aujourd'hui. Le football a changé. Le football a changé. En tout cas, les règles de la compétition, qui est cette CAN, a changé, et même les compétiteurs. Donc on ne peut pas accepter 2 étoiles contre juste 2 équipes en face, plutôt que quelqu'un qui a 2 étoiles avec 24 équipes en face. C'est pas le même mérite. Moi, je suis pour qu'il retire ces 2 étoiles à l'Égypte, et comme ça, l'Égypte est au même niveau que tout le monde. Et en particulier, au même niveau que le Cameroun. En tout cas, le sujet c'est toujours Côte d'Ivoire, Nigeria, ne vous en faites pas, on faisait juste une aparté sur les nombreux titres égyptiens. 30e minute de jeu, toujours 0-0 entre l'Afrique du Sud et le Congo. Merci beaucoup Otilio, toujours 0-0, on s'y attendait pas. Hein. Bah... exactement. Non mais voilà, c'est 2 équipes qui sont quand même qui jouent très défensif. Et voilà, c'est vrai que comme on disait, depuis les 8e, on voit que les équipes ont beaucoup de retenue, surtout dans les premières minutes. Donc voilà, pour l'instant, le score n'est pas une surprise. En tout cas, depuis 2008, ces équipes se sont affrontées 3 fois en Coupe d'Afrique des Nations. Avantage Nigeria, malheureusement, ma chère Aïcha, qui a 2 victoires contre 1 défaite. Voilà, on va passer au match en lui-même. En termes de fond de jeu, en termes d'intensité technique, vous vous attendez à quoi sur ce match, sur cette finale? Pardon, comme vous voulez, je t'en prie. Si on parle de fond de jeu, si on parle de technique, je mettrais le Nigeria. Je mettrais le Nigeria favori, même largement favori. Et je reviens sur cette notion d'outsider pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est bizarre, parce que cette donnée, t'as eu tort, puis raison, puis tort, dans le même tournoi. Voilà, mais non, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Favori parce qu'elle est à domicile, la Côte d'Ivoire. Non. Si elle n'était pas à domicile, personne n'aurait dit. Par rapport à leurs joueurs, ils ont quand même des joueurs, ils ont quand même une équipe que ne peut pas se vanter d'avoir, par exemple, le Cap-Vert. Maintenant, après, le jeu, c'est autre chose. En tout cas, la question, c'est entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Moi, sur le fond de jeu, sur la technique, je mets le Nigeria largement favori. Ok. Moi, écoute, pour moi, pour répondre déjà à ce que tu disais auparavant, où ils sont passés outsider favori, non. Ils ont toujours été favoris. En tant que favoris, ils ont failli être éliminés. Ils ont déçu, comme les autres favoris qui ont déçu. Mais à partir du moment qu'ils avaient toujours une chance d'être qualifiés, ils étaient favoris. Pardon, tu prends 4-0 par la Guinée équatoriale, tu n'es pas outsider. À ce moment-là, ils sont plus favoris. Déjà, ils sont favoris avant de jouer la Guinée. D'accord. On est d'accord. Après, derrière, ils jouent le Sénégal. Ils sont pas favoris. Non. Ils sont pas favoris, mais ils sont pas non plus outsiders. Ils sont quoi alors ? Sur le match, ils sont pas favoris. Sur le match, ils sont pas favoris face au Sénégal. Et ils sont pas favoris pour gagner la compétition. Ils sont outsiders face au Sénégal. Par contre, si. Après les 8e. À partir du moment qu'ils se qualifient contre le Sénégal, ils sont favoris. Ah, à partir de ce moment-là. Mais à l'entrée des 8e. Merci. Je veux dire, à la sortie du 4-0, à la sortie du Gasset out. À la sortie des 8e, ils jouent le Sénégal. Mais s'ils jouent une autre équipe que le Sénégal, je les mets favoris. Mais vous avez dit la même chose. S'ils jouent le Cap-Vert en 8e, pour moi, ils sont favoris. Mais c'est ce qu'ils disaient. Ils étaient favoris au départ, et tu viens de dire qu'ils n'étaient plus favoris et qu'ils sont redevenus après le Sénégal. Mais non, parce que tu dis qu'ils étaient plus favoris et qu'ils le sont redevenus après le match du Sénégal, justement. C'est qu'ils étaient outsiders. En fait, à aucun moment, pour moi, ils sont passés outsiders. En fait, ils ont déçu en tant que favoris. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Ils ont déçu en tant que favoris. Ils ont jamais été outsiders. Ils ont déçu en tant que favoris. Après, ils ont été outsiders que contre le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est le gagnant. Oui. C'est tout. C'est le gagnant en titre. C'est lui qui remet son trophée en jeu. Donc, ils étaient outsiders contre le Sénégal. Après la qualification du Sénégal, ils ont été favoris. À partir de ce moment-là, ils étaient favoris contre toutes les équipes contre qui ils ont joué. Voilà. Et là, sur cette finale, les bookmakers, pronostiqueurs, je sais pas trop comment on dit ça, les cotes aujourd'hui. Voilà, les cotes donnent Nigeria favori. Je donne aussi le Nigeria favori sur cette finale. Mais quand on regarde, les cotes sont très proches. Donc du coup, c'est pas un outsider. C'est voilà, s'ils gagnent, c'est pas du vol. Parce que sur les cotes aujourd'hui, ils ont autant de faire valoir que le Nigeria. Maintenant, sur le jeu, sur ce qui va être proposé, pour moi, la Côte d'Ivoire
plus de sur le milieu de terrain, ils ont un plus beau jeu. Ils peuvent proposer du plus beau football que le Nigeria. Maintenant, comme je dis, le Nigeria, c'est un peu du box to box. Eux, ils vont faire comme ils font leur habitude. C'est des contre-attaques qui vont jouer en contre. Ça va être des contre-attaques rapides. Donc voilà, moi, à quoi je m'attends. Je m'attends à un match qui va être fermé au départ. Mais le Nigeria va essayer de contrer. La Côte d'Ivoire va faire le jeu. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire va avoir la possession. Jouer en contre et va presser, va avoir un pressing, un contre-pressing très haut, et ils vont essayer de leur poser problème sur le contre-pressing. Voilà ce que je vois. Et puis, si je peux juste rajouter quelque chose, au-delà du jeu en lui-même et du football, la Côte d'Ivoire a un avantage évidemment concurrentiel, c'est le 12e homme. Le 12e homme qui est de plus en plus présent. Merci de et le je dire, m'en réjouis. Et c'est le peut-être 12e qui homme justifie les côtes côtes aussi réduites, je trouve. Ouais, peut-être aussi. C'est peut-être le 12e homme finalement. Aussi. Ah, ça fait la différence. Sur une finale en plus, ils vont être comme des fous là. Les Ivoiriens. L'Égypte qui gagne 3 titres à domicile, 1959, 86, 2006. Le Ghana 2 titres. La Tunisie 2 titres aussi. L'Afrique du Sud 1 titre à domicile. Je crois que c'est son seul titre d'ailleurs. Ça compte de jouer à domicile. Donc, peut-être des bonnes augures pour les Ivoiriens. Exactement. En tout cas, pour ce match, c'est donc le Nigeria qui est favori. C'est donc justifié au vu de ce qu'on veut dire, de ce qu'on vient de dire, pardon. C'est le moment. Quels sont vos pronos, les amis, pour demain? Je veux un score. Mais non, en plus, on t'a dit la même chose tout à l'heure, aussi, et moi, je pense comme lui, en fait, que ça va finir au tir au but. Lui, il a dit prolongation. Je sais pas si tu dis tir au but aussi, mais je pense que ça va finir au tir au but. À la fin des 90 minutes de temps réglementaire, oui. Quel sera le score? Moi, je vois 2-1 pour le Nigeria en prolongation. D'accord. C'est-à-dire, je vois 1 partout à la fin du match. D'accord. 1 partout à la fin du temps réglementaire et 2-1 en prolongation. D'accord. Moi, je vois 1 partout et je vois les 2 équipes aller au tir au but. Et qui vainqueur, du coup? La Côte d'Ivoire, je l'espère. Après, si je dis la Côte d'Ivoire vainqueur, c'est manque de réalisme, c'est vraiment de la passion. Au tir au but, il peut tout se passer. Au tir au but, t'as le droit. Donc les deux sont possibles. Les deux sont susceptiblement vainqueurs. 50. Parce que la Côte d'Ivoire tire mieux que les Sud-Africains. Pardon. Ah, ça c'est sûr. Franchement. Pardon, c'était méchant. J'aimerais, pour la narrative, pour le scénario, j'adorerais que la Côte d'Ivoire soit titrée. J'adorerais. Pour le scénario, ça serait quand même quelque chose. Et on s'en souviendrait en fait de cette Coupe d'Afrique des Nations en tant que le comeback ivoirien. J'ai envie de mettre victoire de la Côte d'Ivoire et je l'ai. Au moment du Sénégal, j'ai commencé à changer ma veste. Je vous le dis honnêtement. J'ai vu ça, ouais. Je me suis dit non, ils peuvent aller au bout. Mais non, ce serait une histoire. Je mets victoire de la Côte d'Ivoire, les amis. Et puis ça veut dire qu'elle a gagné sur tous les plans parce que niveau organisation, tout le monde dit que c'est une très belle CAN. Elle aurait tout gagné. Fin du temps réglementaire, comme ils savent très bien le faire jusqu'à maintenant. Encore un hold-up. Ce serait pour moi, ce serait un scénario incroyable. Ce serait un scénario incroyable, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Juste et avant, on a hâte. Mais en tout cas, on a hâte sur Deck Media et sur le plateau des remplaçants. Je peux vous le dire. Juste avant le quiz de fin d'émission, le quiz traditionnel, les amis, on va quand même parler du match pour la 3e place entre l'Afrique du Sud et le Congo. C'est quoi le score, Otilio? C'est toujours 0-0? Toujours 0-0 et c'est la 34e minute. C'est la 34e. On va faire des pronos très rapides pour ce match. Otilio, ton prono? Fin du temps réglementaire 0-0, tir au but, le Congo qui gagne au tir au but. Ah ouais? Ouais. Congo, pour l'histoire, pour la narrative, pareil. C'est ça, ouais. Ce serait beau pour eux. Donc, je trouve aussi avec ce qui se passe en ce moment avec le... Tout à fait. Et je vais mouiller, je vais mettre l'Afrique du Sud gagnante 1-0. Je mets aussi l'Afrique du Sud. Ouais, je vois plus ce scénario-là arriver. Mais comme le dit Otilio, ça va être un match. Enfin, je pense que ça va être un match très fermé jusqu'à ce qu'il y ait un but. Congo, à la fin, ils vont défendre. Et les 2 équipes jouent comme ça jusqu'à la fin, jusqu'au temps réglementaire. Donc voilà. À quel genre de match on doit s'attendre? Enfin, le match est en train de se jouer. On va passer tout simplement sur le quiz, les amis. On va finir cette émission avec le quiz. Les amis, les gars, non, le quiz. S'il te plaît, Arnaud, donne-lui la course. Ça sera pour toi, là. Le squeeze. Il va présenter des trucs sur la finale, sur les dates, sur les trucs. J'ai pas tout ça. Alors, pas forcément. Je vais plus revenir en détail sur la CAN en elle-même. Cette CAN 2023, les amis. Dans quel stade a eu lieu le premier match? Stade Alassane Ouattara de Bimpe. Exactement, Aïcha. Très bien joué. Ah, t'as été plus rapide que moi. Elle a pris la technique du buzzer. T'inquiète pas. Je rêvassais là. Quelles sont les 2 équipes
Ah, mais je suis bête. Ouais, c'est vrai. Je l'ai vu mettre les deux équipes. T'as eu la pression. Ouais. Bah, du coup, fini la question, ça sera à elle de répondre, c'est pas grave. Quelles sont les deux équipes à avoir marqué 4 buts sans en encaisser durant cette CAN, au cours d'un match? Il y a eu 2 équipes qui ont mis 4-0. Je les ai, moi. Tu les... Ouais, je les ai. Je vais quand même tenter ma chance. Donc déjà, évidemment, la Guinée équatoriale. Tu l'avais? Et il y a une autre équipe qui a mis 4 buts sans en encaisser. Et oui. Et par contre, j'ai oublié le nom de l'équipe. C'était pas la Namibie. C'était face à la Namibie. Ah, l'Angola. Ah, t'es pas loin, c'est pas ça. Ah, pardon, vas-y. C'est pas ça. Ah, c'était qui déjà? Du coup, tu m'as dit que tu les avais au-dessus. Ouais, je les avais. Ah, j'ai oublié. C'est Sénégal. C'est pas le Sénégal. Non, c'est pas le Sénégal. Ah non, Sénégal. Vous l'avez pas? 3. Vous l'avez pas? Attends. C'est pas la Namibie. Non, attends. Vous l'avez pas, les amis? Attends, je veux l'avoir. C'était Bah, du coup. contre la Namibie. Ouais, bah oui, attends. Qui était dans ce pool-là? Toi, t'as une bonne mémoire, tu vas te rappeler. Ouais, je vais me rappeler. Mais je m'en bien souviens sûr, plus. je vais me rappeler. Les amis, je vais compter jusqu'à 5. Coup Non, de bah, buzzer et vous attends, l'aurez bah, plus. là, si on est que 2. Ah bah Non, oui, mais il va se hein. rappeler, il va se rappeler. Moi, j'ai complètement Bah oui, oublié, lui, il attends, va se ça va rappeler. me revenir. Attends. Qui a mis 4-0? Attends. C'était Namibie. Attends. C'était... Non, C'est bon, pas je l'ai. Zambie. C'est Alors, peut-être. C'est Zambie. Tu l'as dit, Zambie. Angola? Ouais, je l'avais dit, il a dit non. C'est ça qu'elle a C'est dit? pas Angola? Pas l'Angola. Alors attends. C'était attends. Il y a eu 2-4-0 dans Il y a eu ce... 2-4-0 Il me semble Non, pas. c'est pas 4-1? Non. T'es sûr, hein? Il me Ok. semblait pas qu'il y a eu 2-4-0. Alors attends là. T'es sûr de toi, Arnaud? Attends, Bon, je regarde pas, sinon c'est pas drôle, mais... Les amis, vous l'avez pas. Attends, on va la voir. Ouais, il va. Non, vas-y, Il c'est le pas grave. sent. Non, mais Vas-y, il c'est me pas- semblait qu'il y avait Mais qu'un je- seul 4-0. C'était l'Afrique du Sud, les amis. 4-0 face à la Namibie. oui. Ah Eh oui. oui. Eh oui, souvenez-vous. Ah. Match de groupe. Ok, Ouais. d'accord. Ok. Ouais. ok. Ce quiz porte sur toute la CAN. Non, mais tu fais bien. Quel match a été le plus prolifique, le plus de buts? Le 4-2. Angola. Et Namibie, du coup. Non, Non, c'était pas ça, c'était Namibie-Angola, non? Attends. Ah non, attends. Le score est bon, mais pas les adversaires. Attends. C'était pas Namibie? Angola? Non. Attends. Ah! C'est Guinée équatoriale contre Guinée équatoriale contre Bah, du coup, contre attends, Guinée équatoriale T'en as un? Guinée équatoriale, Guinée contre la tout court? Guinée Bissau. C'était ça. Ah oui, il y a eu 4-2, C'était c'est ça? Guinée équatoriale Non, il y a eu contre 3-2. Guinée-Bissau, les amis. 3-2? 4-2. 4-2, pardon. 4-2, 6 Ok. buts durant ce match. Ok, d'accord. En C'est tout vrai cas, un qu'il match était pas mal. incroyable. à quel point? À personne. Ah là, personne, que- les amis. Oh, Parce que la régie là. ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils nous ont aidés, là. Alors celle-là, il va falloir être rapide. Vas-y. Quel joueur a marqué un coup franc de... Bébé. C'est exactement. Oh là là, j'allais le dire. Ah, si tu l'avais pas... Non mais parce que je me suis dit Oui, bah ça oui, se fait forcément. aller sortir de mon coin là. Oui. Ou non, mais j'allais le dire. Bah, j'ai tu hésité savais, entre les tu deux. t'es dit, Ah ah, oui. c'est le C'est chouchou. forcément bébé. Ok, les amis, quel joueur des éléphants sauve son équipe? Il y a tellement de possibilités. Mais oui. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Oh, alerte. Non, Non, c'est pas dit. sauve son équipe contre le Mali. C'est à moi de Ah, répondre. pardon. Contre le Mali, en égalisant à quelques minutes seulement de la fin du Adingra. match. Exactement. Oh, j'ai failli Bien dire ça sûr. en plus. Adingra. Et c'est finalement Otilio Bravo. qui s'empare Sur le gong. sur le gong gong. de cette victoire. Bravo Otilio. C'est mérité. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Et vous le savez, on Merci se retrouve beaucoup. pour une prochaine édition. En attendant, portez-vous bien les amis. Portez-vous Merci tout bien. le monde. À demain. Bonne soirée à tous. C'est bien ça, des trucs comme ça, parce qu'on a, tu vois, on se rappelle plus. Ça nous fait réviser. Toi, Bah ouais, c'est Toi, tu t'es bien rappelé pour une fois. L'Afrique du Sud.